d'Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour, je suis ravie, mais alors vraiment ravie de vous retrouver. C'est la rentrée aujourd'hui pour l'épicerie culturelle du territoire. Alors nous sommes en direct pendant 1 heure. Et aujourd'hui, on va parler des vacances parce qu'on a du mal quand même à s'y remettre à ce travail et quoique j'allais dire. Mais en tout cas, quand on passe de bonnes vacances, un temps convivial, on a envie de le partager. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ici dans l'émission. On va parler en fait de nos vacances. Les invités que je reçois ici sont 3 invités avec des parcours différents, des itinéraires différents, et ils vont nous faire part de leurs vacances avec ce qu'ils ont pu voir, qui ils ont pu rencontrer. Alors c'est vrai que pendant les vacances, on rencontre parfois des personnages insolites, des lieux exceptionnels. Voilà, je suppose que vous aussi, vous avez bien profité de vos vacances et vous en avez fait part à votre entourage. Alors tout de suite, je vais vous présenter les invités. 3 femmes d'Aix-les-Bains. Alors André-Marie Fouane, commerçante. Bonjour André-Marie. Bonjour Anne. Je suis ravie que tu sois là et de partager aussi avec toi sur le plateau autour de cette émission. Béatrice Drouin-Charnot. Bonjour Béatrice. Bonjour Anne. Alors Béatrice, tu es, pour rappeler, tu es présidente adjointe de la Société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains et tu étais anciennement guide du patrimoine de la ville, un métier que tu as fait avec passion. Ah bah complètement, avec passion, et que je continue à vivre un peu différemment à ce micro et ailleurs. Donc tu aimes raconter, donc tu vas aussi continuer à nous raconter des histoires. Et enfin, Simone Sampéré. Bonjour Simone. Bonjour. Alors Simone, vous êtes peintre et un peu aventurière, on peut le dire, puisque vous parcourez le monde finalement pour explorer, vivre des expériences et peindre. Et artiste peintre voyageuse. Alors, on verra ça dans un deuxième temps ensemble. Alors, merci vraiment d'être là. Je suis ravie en plus qu'on puisse évoquer ce sujet cet échange en fait au sujet des vacances et de ce qu'on a pu vivre ensemble. Peut-être avant de lancer l'émission, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ou partager avec nos auditeurs qu'est-ce que ça représente pour vous les vacances ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors peut-être le départ. Le départ. C'est important. La rencontre, le dépaysement. Mais en fait tout cela on peut le faire en passant tout son été à Aix-les-Bains. Ah. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pour voyager, là, j'allais dire. Simone, André-Marie, vous avez... Des découvertes, des rencontres et un environnement différent, justement celui d'Aix-les-Bains, s'ouvrir à la beauté de la France. Oui, c'est partir vers l'inconnu, découvrir et se nourrir de nouvelles sensations pour revenir plein d'énergie et la transmettre à notre entourage. Alors c'est vrai que se ressourcer, finalement, c'est un peu ce qu'on a évoqué. On peut le faire à travers le monde, mais aussi on peut le faire ici, à Aix-les-Bains, ou dans le territoire proche de chez nous. Je dis Aix-les-Bains, mais ça peut être finalement partout où on est. En fait, il y a toujours, et je suis toujours assez émerveillée de ça, finalement, partout où on est, il y a quand même toujours de quoi s'émerveiller à travers un lieu, un paysage, une fleur. Oui. La Savoie est très belle et au printemps surtout, on peut compter des fleurs par centaines, que ce soit en Vanoise, que ce soit dans cette région proche, le Bugey et l'avant-pays savoyard. Vraiment, il y a de quoi se régaler dans la nature. Alors j'aurais bien aimé lancer la première musique de Françoise Hardy puisque nous partons en voyage. Elle va bientôt arriver. Elle arrive même... très rapidement et tout de suite après nous partirons avec Béatrice Drouin-Charnot pour le Japon avec un petit détour par le col de Tamier. Mais tout de suite on écoute Françoise Hardy.
Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Ah, les vacances, on est bien, on y reste encore. Alors, on va partir avec Béatrice au Japon, n'est-ce pas Béatrice? Oui, en direction du Japon, première escale. Le col de Tamié? Le col de Tamié, l'abbaye de Tamié, et un petit peu en contrebas de l'abbaye. Je vois j'entends des auditeurs qui sont surpris en disant mais quel est le lien? Le lien, c'est un personnage absolument extraordinaire, d'une générosité incroyable, qui s'appelle Jean-Paul Bozone et qui pratique à Faverges-Setnex la poterie de type raku. Alors peut-être que tu peux préciser, Béatrice, ce qu'est la poterie raku, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, ça s'inscrit dans un mouvement à partir du XVe siècle au Japon qui cherche, avec un moine bouddhiste, zen, à revenir à cette fameuse cérémonie du thé qui va vouloir dépouiller et ramener à beaucoup plus de sobriété et de simplicité. Donc, c'est lui qui va poser les bases d'une façon d'être typiquement japonaise et qu'on appelle le wabi-sabi. Et la poterie raku va naître dans cette volonté de dépouillement grâce à l'action d'un céramiste qui va faire des essais pour trouver une autre façon de faire de la poterie. Voilà, et là on est 15e, 16e siècle, donc c'est vraiment quelque chose qui irrigue complètement aujourd'hui la culture japonaise. Alors, c'est quelque chose que tu connaissais, cette philosophie, cette manière aussi de faire? Alors, pas fondamentalement, j'avais envie de connaître. Il faut dire que cet intérêt vers le Japon, il est venu en moi par des petits cailloux, on va dire des pas japonais, avec mon travail de guide conférencier qui m'a amené à présenter le jardin japonais, donc il faut un peu apprendre ce qu'on va dire. Les tableaux de Fujita au musée Fort, et puis de nombreuses discussions avec Madame Kobayashi, donc franco-japonaise à l'origine de ce jardin japonais, et puis les livres de Muriel Barbery. Tout ça a éveillé un petit peu mon intérêt, et puis des articles dans la presse qui me parlent de ce potier, de la poterie raku, et une grande envie d'aller voir. Voilà. Donc c'est décidé, donc j'y vais. C'est une destination, voilà, tu avais décidé d'y aller. Ah, complètement. Ça faisait un moment que j'avais envie d'y aller. Confinement, canicule, problèmes physiques. J'ai pas pu le faire avant cette année. Et cette année, c'est décidé. Allez, on part à l'abbaye de Tamié pour une halte spirituelle, familiale et amicale. Un petit pique-nique. Un très beau lieu, hein. Un lieu absolument extraordinaire. Et puis la découverte de la poterie du Grand Pont. Alors c'est amusant parce que je voulais être sûre de mon coup. Donc, je prépare mon déplacement. Je vérifie les horaires des célébrations à Tamié et j'appelle la poterie pour être sûre qu'elle serait ouverte. Et là, une rencontre téléphonique incroyable. Un accueil chaleureux, disponible, on parle un bon moment. Et puis, c'est coupé. Moi, j'avais l'essentiel, les heures d'ouverture, donc ça m'allait bien. Eh ben non, Jean-Paul Bozone me rappelle en me disant « Mais j'ai pas votre prénom ». Ah, c'est beau ça. Et je lui dis, je m'appelle, mon nom est un peu compliqué, donc je vous donne mon prénom. Je m'appelle Béatrice. Et il m'a dit, j'ai besoin de savoir qui je vais accueillir. Donc, c'est magnifique ça, hein. C'est déjà... quand même c'est extraordinaire. Une démarche. Ouais, belle démarche. Donc on avait fixé grosso modo un horaire, mais pour moi c'était les vacances, hein, donc l'horaire il est fluctuant. On avait un peu de retard et puis il a fallu la trouver, la poterie. Donc tour, détour, retour pour trouver la jolie petite poterie. Un peu de retard, donc un nouveau coup de fil. Et Béatrice, vous êtes où? Je dis, j'arrive, je suis dans votre chemin là. Et quand on est descendu de la voiture, il a dit, mais c'était juste parce que j'avais besoin d'être disponible à la rencontre. S'il y en avait eu pour 1 heure, j'aurais pu commencer quelque chose d'autre. Et là, d'emblée, vous êtes dans un accueil incroyable qui s'inscrit complètement dans la tradition zen. Accepter la rencontre et l'inconnu. Déjà ça, vous avez un cadeau fantastique, bien sûr.
Alors la poterie, c'est une vieille... Et puis, excuse-moi Béatrice, je te coupe, mais je pense que quelqu'un qui a cette attitude avec nous, c'est-à-dire qui va se soucier justement de notre arrivée pour bien nous accueillir, j'imagine que ça nous met dans une certaine disposition qui est quand même tellement bienveillante aussi qu'on peut être forcément bien avec quelqu'un qui nous reçoit avec cette intention-là. On est bien, on est accueilli, on est quelqu'un et on a envie d'emblée, puisque tout a été bien préparé, d'aller au fond des choses. Et c'est vrai que moi j'arrive avec mes gros sabots, j'avais pas vraiment d'a priori, j'avais pas vraiment de connaissances sur cette poterie racue, sinon que je savais un peu à quoi ça correspondait. Donc il est là, il nous ouvre sa porte, un panorama extraordinaire, une vieille ferme Beaujus, et puis il ouvre la porte de son atelier, une pièce en longueur, et tout de suite vous avez une harmonie qui s'en détache. Une harmonie de lumière, une harmonie de couleurs, et puis lui avec son grand sourire et son grand tablier de potier. Et puis au fond, une stagiaire, apprentie, qui découvre avec lui cette technique un peu compliquée quand même. Voilà, un accueil assez incroyable. Alors ce Jean-Paul Bozon, c'est un autodidacte qui s'est totalement consacré à son art de façon plutôt récente, ou tardive pour lui, c'est quelqu'un de ma génération à peu près, et il pratique donc ce type de poterie qui est issu de la cérémonie du thé et de cette tradition esthétique de wabi-sabi. 3 mots, raku, wabi, sabi. Et là vous avez un contact avec l'âme japonaise. Alors pour faire vite, parce que je suis pas japonaise et j'ai pas été sinon par un petit travail léger. Le wabi, ça renvoie à la notion de sobriété, de dépouillement. Il parle de la capacité de déceler, dans ce dépouillement, de la beauté intérieure et une certaine satisfaction intellectuelle. Le sabi renvoie plutôt au passage du temps. Ça, c'est une notion zen très, très importante. Passage du temps et le changement qui en découle. Le sabi, il évoque un petit peu la beauté apparente de toute chose qui est marquée par le passage du temps. Et ce wabi-sabi, qui est vraiment très important au Japon, c'est un état d'esprit qui permet de déceler de la beauté et de la richesse dans la simplicité, l'authenticité, la fragilité ou l'imperfection. Voilà, donc c'est tout ça. Et on est dans quelque chose de très naturel qui ne se perçoit pas directement. Ça fait du bien d'entendre ça parce que on est tellement habitué on nous met tellement en fait dans ce souci de performance, de perfection. Là en fait, ce qu'on entend et ce qu'on découvre à travers cette philosophie, ce concept japonais, c'est finalement justement la magnificence de nos fragilités qui fait qu'on est complètement humain et on est beau comme ça. Absolument. Et je trouve que c'est très réconfortant. On va dire que c'est l'antithèse du bling-bling, pour employer un terme d'aujourd'hui. Alors la céramique raku, techniquement, je ne vais pas la développer parce que si un jour vous le rencontrez, il en parlera mieux que moi, mais vous cuisez ces petits bols de thé, puisqu'on part de ce bol de thé de la cérémonie. On cuit à basse température. Alors attention, basse température, c'est entre 800 et 1000 degrés. Et puis quand la cuisson est faite, on sort l'objet du four. Donc il y a un choc thermique qui va créer des craquelures. Après, il y a une période plutôt enfumage où on recouvre de végétaux. Très important puisque les choix des végétaux va... Alors qu'est-ce qu'on met comme végétaux? Alors là, ça peut être différent. Je ne saurais pas vous dire, Anne, mais on met différents végétaux en fonction de ce vers quoi on veut aller. Et puis après, quand on est autour de 500 degrés, on plonge dans de l'eau froide. Et cette succession de chocs thermiques va créer quelque chose que le potier lui-même ne maîtrise pas.
quand vous parlez ou que vous lisez quelque chose à propos de cette poterie Racu, un vrai céramiste Racu dira, mais à la limite, je ne sais pas où je vais. Il l'utilise. C'est ce qui est magnifique. C'est fantastique parce que du coup, vous acceptez, vous intégrez l'imprévu, la nature, l'imperfection, et puis vous la magnifiez. En fait, cette poterie, elle est façonnée par la terre. Il y a une co-création, en fait. Complètement. Il y a la co-création avec finalement l'univers où il y a ce qu'on peut lancer, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut initier, avec aussi finalement ce que la nature va en faire. Et puis les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Ce sont les 4 éléments qui contribuent à la création de l'œuvre. Alors, ce qui est important et ce qui a été fantastique à vivre avec Jean-Paul Bozon, c'est que la beauté, elle n'est ni explicite ni soulignée. La beauté, elle doit se découvrir. Et il va nous emmener, j'étais avec mon mari et un ami, il va nous emmener dans cette découverte. Et quand on le voit prendre ce petit bol de thé qu'il a lui-même façonné par ses mains, parce qu'il façonne avec les mains, et qu'il vous apprend, déjà on a presque le goût du thé en nous, le bonheur de cette tasse un peu chaude et qui va nous irradier. Et puis il nous apprend à le regarder dans ses imperfections, dans ses irrégularités, pour bien comprendre en fait la richesse première de cette céramique. Alors, chose incroyable, qui moi m'a beaucoup parlé, il va inviter virtuellement à cette découverte le grand peintre Pierre Soulages, que j'aime énormément, et je garde un souvenir incroyable de ce potier dans les Bauges là qui mime comment on doit regarder un tableau de Pierre Soulages. On recule, on avance, on se penche, tout ça pour que la lumière irradie ce tableau a priori noir et le fasse vivre. Et c'est tout ce voyage qui nous est amené à faire à partir de cette poterie Racu. Alors je ne vais pas faire de comparaison parce que chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, mais vous avez de très belles porcelaines de Limoges ou de Sèvres qui sont finies. Elles sont là, magnifiques, voilà. Cette aventure de la céramique Racu, c'est qu'on va avancer avec elle dans la lumière. Alors quand vous voyez Jean-Paul Bozon prendre un petit... Parce que on va au-delà du bol de thé. Il fait aussi des vases, il fait aussi d'autres choses. Et je crois qu'il travaille avec le Clos d'Essence, c'est ça ? Voilà, il a eu une rencontre assez incroyable avec le cuisinier du Clos d'Essence qui a été subjugué par son travail, qui correspond à sa façon, lui, de cuisiner et qui lui commande depuis cette rencontre au cœur des Bauges beaucoup de vaisselle pour son restaurant. Et il nous l'a présenté, et cette façon de regarder l'œuvre qui n'est jamais finie sans nous, c'est assez incroyable. Et quand il a pris son petit vase, il a fait voyager la lumière. Alors, c'était une lampe. Mais chez vous, ça peut être la lumière du jour qui passe et qui fait vivre toute cette irrégularité, toutes ces imperfections, tout ce travail que le potier a initié par ce travail de la terre, de l'enfumage, des chocs thermiques. C'est incroyable. Il y a vraiment une conscience profonde. Enfin, il y a un désir. J'allais même dire, c'est une écoute. Il est vraiment à l'écoute. Finalement de sa poterie, comment elle va vivre. Certainement. Et puis c'est une œuvre, on va le dire, spirituelle. Il est imprégné de la philosophie zen, du taoïsme, et aussi cette acceptation qu'ont les Japonais de laisser la nature faire son œuvre. Vous savez, on parle du Japon comme du pays du soleil levant, qui peut-être pas non plus la meilleure des traductions. On peut aussi dire que c'est le pays où naît la lumière. Et cette poterie Racu, elle nous le fait complètement vivre, puisque la lumière contribue à sa création. Cette visite, elle a eu des résonances incroyables chez moi. Et puis elle a, a posteriori, rééclairé beaucoup de choses que j'avais vues ou devinées
ou pressenties dans mon travail de guide conférencier, en particulier au niveau du jardin japonais. Alors éclairez-nous sur ce qu'elle vous a... J'ai beaucoup parlé avec Madame Kobayashi, donc qui était française, je crois, mais... Donc vous pouvez peut-être rappeler qui était Madame Kobayashi. Alors Madame Kobayashi a épousé un Japonais qui a été un grand ambassadeur du Japon, et elle était française ou suisse. J'ai un petit peu d'hésitation. Ils ont pris leur retraite à Aix en 96-17, très malades. Ils voulaient être proches des grands hôpitaux, Genève et Lyon. Ils ont installé à Aix, qu'ils aimaient beaucoup. Et au moment des 10 semaines en Japon, Madame Kobayashi reçoit un coup de fil de son jardinier japonais qui lui dit « Comment ça va, Aix-les-Bains ?» On fait un gros programme pour le Japon. Vous viendriez pas faire un jardin ? Ils sont venus. Ils sont venus à 2, bénévolement. Pas des petits jardiniers, c'est des grands noms des jardins japonais. Ils ont travaillé avec l'équipe des jardins d'Aix-les-Bains et ils ont choisi assez rapidement le lieu dans le jardin du casino, parce qu'il y a des montagnes, comme à Kyoto. Et ils ont été choisir des pierres. Une journée complète, sur 15 jours, à choisir des pierres. Vous imaginez l'énervement des jardiniers aixois. Ils en ont trouvé une belle, grande, dans une carrière d'ébauche, qu'ils ont fait venir en camion. Et puis le camion a mis la pierre dans le jardin et la pierre s'est fendue. Désespoir de l'ensemble des Français. Ils avaient raté leur mission. Et Madame Kobayashi m'a raconté que je peux vous garantir, Béatrice, que les seuls qui avaient un sourire jusqu'aux oreilles, c'étaient les Japonais. La nature continue son œuvre. Dans l'imperfection, on trouve de la beauté. Voilà. En tout cas, c'est une belle histoire et j'invite tous les auditeurs à aller visiter, se rendre dans le jardin japonais d'Aix-les-Bains et aussi aller rendre visite, puisque je crois on pourrait même organiser des cars. N'ayez pas peur, Jean-Paul Bozone, n'ayez pas peur. Mais c'est sûr qu'on a quand même envie aussi, bien avec tout ce que vous nous avez raconté, d'aller à la rencontre de Jean-Paul Bozone, qui est sur la route de Tamier. Voilà. Je me souviens plus le nom de... Faverges, Setnex. Donc c'est un petit hameau entre Tamier et Faverges quand on redescend sur Faverges. On est à 4 km de l'abbaye. On va marquer la deuxième pause musicale. On va écouter Pomme, les séquoias, pour qui la nature est quelque chose de très important pour elle. Et qui se sent très inquiète par les menaces en fait du changement climatique. Elle le chante avec ce morceau, les séquoias. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Comme Pomme, nous aussi, on a une sensibilité, un besoin de nature. On a tous, je crois, besoin de se ressourcer, que ce soit en forêt, d'aller se promener en balade, sentir aussi la mer, les embruns. Tout ça, c'est des choses qui nous font du bien. Et là, on va poursuivre après le Japon. En fait, on va emprunter ces petits sentiers, ces chemins qui vont nous mener en Auvergne, dans le fin fond du Cantal avec André-Marie. André-Marie, raconte-nous ce Cantal, cette Auvergne verte. Ah oui, c'est l'Auvergne verte, effectivement, qui atteint aussi ses sommets, mais ils sont différents. Voilà, avec les monts du Cantal que tout le monde connaît, bien sûr, et puis une région qui, avec des paysages authentiques, naturels, magnifiques, les volcans, des rivières, des vallées, beaucoup de châteaux et des très belles églises romanes. Et plein de sapins, non ? Et pas trop de sapins, beaucoup d'églises romanes. Ouais. Et puis bien sûr sa gastronomie avec ses fromages. Voilà, tout ça fait partie. Saint-Nectaire, qu'est-ce qu'il y a comme fromage ? Le Salaire. Le Salaire. Le Bleu d'Auvergne. Et le Saint-Pourçain. Et le Saint-Pourçain. Donc, c'est des très belles rencontres aussi que l'on fait dans ces villages. Comme je dis, c'est beaucoup de petits villages aussi avec de grandes âmes.
C'est vraiment de belles rencontres avec l'authenticité. Oui, parce que j'allais dire, en fait, même si peut-être que c'est un peu touristique en été, on n'est pas sur la Côte d'Azur. Non, c'est très, c'est très désert malgré tout. Effectivement, c'est un retour à la nature, c'est des randonnées, c'est se poser, prendre le temps. Moi, j'étais dans un petit village où on habite 2 personnes l'hiver et on était 10 l'été. Ah oui. Il y a pas de réseau, il y a pas la fibre. Donc, effectivement, on se coupe un peu de tout ça et on reste donc dans quelque chose de beaucoup plus authentique et de vie simple également. Une région du Cantal qui est beaucoup marquée aussi par l'agriculture et puis bien sûr par les élevages de salaires, de la vache. Laitière. La vache, voilà, laitière on fait le fromage qui a ses petits veaux à côté d'elle dans les prés et avec le taureau aussi, ce que l'on voit plus beaucoup dans les prés en France, une des seules régions d'ailleurs. Donc c'est vraiment l'authenticité. Alors combien de temps tu es resté là-bas? Je suis restée 2 petites semaines. D'accord. 15 jours, voilà. Alors effectivement, quand nous, il y a la canicule ici, là-bas, il ne fait que 12 degrés le matin. Mettez les pulls. Voilà. Ça reste quand même Alors, c'est quand même une région qui est très arrosée. Donc, c'est pour ça que c'est très vert. Les champs sont magnifiques. Là, on ne connaît pas du tout les paysages brûlés. Pas du tout, du tout. Et, mais c'est quand même une des régions de France les plus ensoleillées. Alors, on a l'idée d'Aurillac, la ville froide et glaciale. Mais en fait, c'est assez ensoleillé. D'accord, je suis étonnée. Bien arrosé. Très bien. Donc voilà, donc entre les verdures, les volcans. Alors dis-nous les villes, les villages que tu as. Alors j'ai visité Saint-Nectaire. Il y a 2 villages classés par les plus beaux villages de France, Salers et Tournemire avec le château d'Anjony. Donc là, on est dans le Cantal. On est dans le Cantal, oui. Je suis restée vraiment que dans le Cantal profond, donc avec des beaux villages, Salers, Saint-Nectaire, Tournemire. Et puis, il y a plein de petits villages à côté, Brajac-les-Bosquets, où il se passe des choses et des rencontres assez exceptionnelles. Voilà, improbable, je veux dire, on n'y pense pas. Et au fin fond d'un petit village de Bariac-les-Bosquets, j'ai eu l'occasion de rencontrer un flûtiste de flûte traversière, un Allemand, Hans Martin Müller, qui a des amis dans ce tout petit village et tous les ans vient et offre un concert dans une petite église, un concert donc qu'il teste au niveau de l'acoustique dans cette église, qu'elle a une très bonne acoustique, elle est toute petite, on devait être 40 personnes maximum à l'intérieur, et en fait il vient tester des concerts qu'il aura l'occasion de donner au niveau international, parce que là il testait un de ses concerts qu'il comptait donner à Tokyo dans quelques semaines. Donc c'était l'occasion. C'est un flûtiste qui donne des concerts partout dans le monde. Partout dans le monde, voilà. Donc c'est vrai que c'est de la flûte traversière, et c'est assez exceptionnel d'avoir une telle pointure qui offre un concert à un petit village au fin fond. Et puis alors là, pour le coup, c'est dans l'intimité. Dans l'intimité. On n'est pas du tout à Tokyo, dans les zones d'auditorium ou dans les... Du tout. Et il fait son concert et on discute avec lui. Il est très abordable. Il est heureux d'être là et d'offrir ce concert aux gens qui... Voilà. Et c'est associé à tout le temps à une exposition. Donc c'est un concert, une expo. Et là, c'était le titre, c'était Parmi les herbes folles. Donc, on a eu l'occasion d'écouter des compositions de Bach, de Debussy. Et c'était vraiment un moment d'exception dans ce petit village. Rien que le nom, Bariac-les-Bosquets, je trouvais que ça sonnait bien. Ça lui allait très bien. Je pense qu'on doit se sentir privilégié de vivre des moments comme ça. Tout à fait, voilà. Donc, les habitants de Bariac, bien sûr, il y a les locaux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont un peu expatriés, on va dire, du Cantal, mais qui sont montés à Paris, les Auvergnats à Paris. Donc, qui reviennent dans leur villa et qui reviennent spécialement pour ce concert tous les ans. Ils se donnent rendez-vous. Vous voyez, donc les grandes familles
qui se rassemblent pour venir écouter le concert. Ah oui, parce que chaque année, tous les ans. D'accord. Tous les ans, il y a ce concert et une exposition de très bon niveau aussi, avec des peintres, des photographes, de très belle envergure aussi, dans ce tout petit village. Donc c'était vraiment une belle rencontre. Et après, effectivement, il y a toute l'économie qui est autour de cette région, qui est beaucoup une économie basée sur l'agriculture et le tourisme vert, puisqu'on est plutôt dans une région où on fait beaucoup de randonnées et on peut rencontrer effectivement des agriculteurs, des jeunes agriculteurs paysans qui défendent beaucoup leur production de salaire et les vaches et leur production de fromage, qui en sont très très fiers de leurs taureaux également, parce qu'il y a l'élection de Miss Salaire, de Mister Salaire, voilà, l'élection du plus beau taureau, voilà, qui a lieu tous les ans à Plot vers le 15 août, voilà, et entouré de pas mal de petites brocantes, de vide-greniers, mais d'une manière très conviviale et très familiale, avec beaucoup d'authenticité dans tous ces gens qu'on rencontre. Voilà, donc moi c'était mon coup de cœur, c'était vraiment ce concert. Voilà, après j'ai vu d'autres très belles choses aussi, des églises romanes qui vous auraient beaucoup plu. Mais, voilà, avec histoire et ces chapiteaux magnifiques, colorés, historiés, qui nous racontent la crucifixion de Jésus. Et c'est très très beau. C'est rempli d'églises romanes très riches. Et une petite église également, une des plus belles églises romanes dans sa simplicité à Brajac, qui est très belle, qui a à l'intérieur des trésors, des reliquaires, des petites bourses ornées de pierres, et qui a surtout les crânes de 5 hommes, Saint Damien, les patrons donc de la chirurgie à l'époque. Il y avait beaucoup de chirurgiens et d'apothicaires au Moyen-Âge. Et leurs crânes sont là. Il y a tous les ans une procession donc dans ce village et une journée assez exceptionnelle qui a été initiée depuis de nombreuses années par un professeur qui habite juste à côté, le professeur Delfrécy, dont on a beaucoup entendu parler à la radio et à la télévision pendant les périodes Covid, qui tous les ans vient et dirige la journée d'éthique médicale à l'intérieur de l'église. Alors romane. Ça, c'est fort, hein. Voilà. Il s'en passe des choses dans nos campagnes. Dans les petites campagnes, voilà, dans cette petite église. Donc, cette conférence est réservée au personnel soignant, bien sûr, et aux médecins et chirurgiens. Combien de personnes à peu près? Où l'église peut recevoir une centaine de personnes. Donc voilà, donc pendant cette conférence sur l'éthique médicale, donc avec 2 thèmes tous les ans qui sont abordés et dirigés par ce professeur Delfrécy. Donc une petite église romane qui est très belle, qui est très sobre, avec des chapiteaux magnifiques, avec des lions, des griffons, des colombes, des aigles, tout autour, et entouré, pareil, d'un petit jardin qui, à lui seul, est un lieu de repos et de zénitude aussi. Voilà, de grande authenticité autour du trésor de l'église de Brajac. Brajac. Voilà. Alors, il y a une histoire aussi qui a été d'ailleurs racontée par je crois que c'est un film. Il y a eu un film à Brajac qui raconte. Non, c'est pas Brajac, je me trompe. À côté, oui, au sujet d'un père qui a été guillotiné. C'est ça. Oui. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est à Brajac. C'est à côté, oui, à côté de Brajac. Un film donc sur un père un peu qui n'était pas contre la Révolution, qui a dû partir et qui en revenant a été guillotiné, a préféré être guillotiné. Donc voilà, donc le père Filleul, là, si vous pouvez regarder, voilà, l'histoire du père Filleul qui est là aussi toute une histoire dans ces petits villages qui ont marqué bien sûr beaucoup la Haute-Auvergne. Moi, je suis toujours étonnée de voir que partout où on est, il se passe des choses. Aussi bien, il s'est passé des choses dans l'histoire, et il se passe encore beaucoup de choses. Il y a toujours il y a toujours une grande dynamique finalement. Même dans les endroits les plus reculés, parce que là on est quand même le fin fond du Cantal. André-Marie, tu parlais de 10 habitants l'hiver dans ce petit village. On se dit, et la vie est là avec
avec toute son dynamisme. Bien sûr, il y a Aurillac, la préfecture, mais c'est vrai que sortissant des préfectures et des sous-préfectures, les petits villages sont très disparates. Au niveau, ils sont très éloignés les uns des autres. Ils ont vraiment une vie rude, parce que l'hiver, quand même, dans les fermes, il fait vraiment, ils sont très loin. Bien sûr, il y a moins d'enneigement qu'il y a de nombreuses années, mais c'est vrai que c'était des villages qui étaient quand même coupés du monde presque pendant l'hiver. Donc il y a une certaine autonomie et une certaine entraide entre eux, malgré les distances, parce qu'ils ont besoin de vivre avec cette dureté du climat. Et puis aussi la population, la population diminue de plus en plus. C'est vrai que les moyens de transport sur le Cantal, dans l'Auvergne, dans le Cantal précisément particulièrement, ne sont pas très développés, loin de là. Donc effectivement, les jeunes sont partis, les jeunes partent. La plus grande ville, ils viennent toujours sur Aurillac, Clermont-Ferrand, mais effectivement, ces villages se diversifient. Mais reviennent l'été, voilà. Non, mais même les Parisiens, les Auvergnats, exilés à Paris, reviennent l'été dans leur très belle demeure qu'ils ont réussi à garder en famille. Alors, hors antenne, André-Marie, tu me disais justement qu'après le Covid, il y a beaucoup de Parisiens qui ont racheté en fait des maisons là-bas. Tout à fait, oui. Mais en fait, ils se sont vite rendus compte que la vie était vraiment trop difficile. Trop difficile, sans avoir Internet, sans avoir de réseau et que c'était compliqué d'y travailler, voilà. Et effectivement, oui. Là aussi, c'est un vrai choix de vie. Avant le Covid, le notaire disait autour de Brajac, il avait 122 maisons à vendre qu'il gardait sous les bras depuis des années et qu'il a réussi à vendre après cette période Covid et qui maintenant commence à être à nouveau en vente parce qu'effectivement, après 3-4 ans de vie dans la pleine nature, les citadins reviennent en fait dans leur grande ville et abandonnent et à nouveau désertent ces villages authentiques. Alors notre prochaine histoire, le point de départ sera le Morvan, mais on va marquer notre dernière pause musicale J'ai tant rêvé d'Henri Salvador et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre. Les vacances, le sujet de cette émission aujourd'hui, qui sont propices aux rencontres, mais aussi de visites, de lieux insolites, exotiques parfois. On a bien sûr évoqué le Japon, on a aussi parlé de l'Auvergne, et finalement on se rend compte que peu importe où on est, on a quand même toujours plein de choses à voir et à découvrir. Alors après l'Auvergne, on continue, on se retrouve en point de départ, comme je disais avant la pause musicale, dans le Morvan avec Jeanne Barret. Alors, j'aimerais bien, on va écouter Simone Sampéré, qui finalement, cette rencontre avec Jeanne Barret, on peut dire plus exactement, avec le conte de Bougainville, a été finalement, pour vous, Simone, un point de départ pour vivre une aventure, plus qu'une aventure même. Oui, ça a été d'abord la découverte d'une femme née dans le Morvan, dans un pays très pauvre où les femmes étaient nourrices. C'était leur métier. Elles vendaient leur lait aux femmes de Paris, qui par la suite leur confiaient leurs propres enfants. Il y avait beaucoup de mortalité. Pour la petite parenthèse, c'est Madame Badinter qui a écrit un livre, L'amour en plus, qui a permis de découvrir pourquoi les enfants, il y avait tant de mortalité, puisque Napoléon n'avait pas assez de soldats. Et donc il a fait faire une enquête, et donc on a compris que ces femmes nourrices, toutes les femmes avaient un enfant en nourrice et les enfants mouraient, quoi. Bon, bref, c'est juste pour revenir à ma petite histoire, que Jeanne Barret est née donc dans un village du Morvan qui s'appelle La Comelle, et qui était fille de paysans, et s'est retrouvée orpheline rapidement. Et comme elle était intelligente, elle s'occupait des plantes, elle soignait les animaux et avec ses mains et avec les plantes, ainsi que les gens. Donc le curé d'une paroisse proche, qui s'appelle Toulon-sur-Arroux, l'a pris
sous son aile en tant que gouvernante. Manque de chance, la sœur du curé, qui est Marie-Antoinette Beau, mariée avec le célèbre Philibert Commerson, naturaliste, botaniste très connu. Vous pourrez aller regarder sur Internet son parcours, et toute cette histoire que je commence, c'est au 18e. Vous pouvez nous rappeler le nom de ce botaniste? Philibert Commerson. C-O-2-M. D'accord. Commerson. Philibert Commerson. Philibert Commerson, né à Châtillon-sur-Chalaronne, fils de notaire. Son père voulait qu'il soit notaire, il ne voulait pas. Il voulait être naturaliste. Donc, finalement, il est devenu médecin à Montpellier. Il est allé exercer à Toulon-sur-Arroux. Et donc, soigner les gens avec des plantes. Et il existe encore des ordonnances de sa main en expliquant comment aller soigner telle et telle maladie avec telle et telle plante. Alors pourquoi vous avez été touchée par ces personnages? Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la nature et le monde floral. Je peins des fleurs, j'ai créé même une méthode de dessin par l'écriture, c'est un peu compliqué, basée sur la ponctuation scolaire. Il y a beaucoup de personnes qui m'entendent, qui connaissent cette peinture florale spontanée. Et donc ça m'a attirée parce que Jeanne aimait les fleurs, et Philibert aussi, en tant que naturaliste, botaniste, et soigner les gens. Et moi, à ma façon, en tant qu'artiste peintre, je les peins, mais je les aime autant qu'eux. Et c'est ce qui m'a rapproché de cette histoire. J'ai lu aussi beaucoup de livres sur les voyages que ce soit Bougainville, puisqu'il est, je vais vous en parler après, que de Wallis, que Cook, que de la Pérouse, que Magellan, qui a découvert quand même le détroit de Magellan. Et donc j'étais passionnée par toutes ces histoires avant de savoir que j'allais un jour, à 67 ans, l'âge où Jeanne Barrette décède. Elle est née en 1740 et elle décède en 1804 à 67 ans. Et je pars l'année de... Donc vous prenez le relais? Je prends le relais quelque part, exactement. Et je pars sans... Vous savez, je pars spontanément, je suis quelqu'un de très spontané, sans... comment vous dire, d'une façon téméraire, je dirais. D'une façon téméraire parce que partir sur des îles, c'était tout côtier parce que j'ai suivi les pas des navires de Bougainville. Il y avait 2 navires, la Boudeuse où Monsieur Bougainville était et l'Étoile qui était donc la réserve alimentaire. Et pour revenir à Jeanne Barrette, un petit peu en arrière là. C'était qui était Jeanne Barrette par rapport à Bougainville? Alors c'est là mon histoire maintenant. D'accord. Jeanne Barrette donc était gouvernante chez le Monsieur Beau le curé, qui sa sœur est mariée avec Monsieur Commerson et elle décède en couche à 40 ans. Jeanne devient donc la gouvernante de Monsieur Commerson et du bébé. Elle s'occupe de ce bébé. Sauf qu'il tombe amoureux et rapidement, 1 an après, elle est enceinte de Monsieur Commerson. Ils s'enfuient tous les deux à Paris, où elle prend un autre nom. Elle s'appelle Jeanne de Bonnefoy. Et elle va même dans la cour, elle s'habille d'une façon urbaine, je sais pas quel mot faut dire. Et elle rencontre avec Philibert les grands botanistes de l'époque, comme Buffon, comme Redouté, et comme Lamarck. Maintenant, je commence aussi à les connaître. Et un jour, donc... C'est vraiment des destins, ça. Parce qu'on se dit, finalement, elle avait quand même peu de chance de vivre ce qu'elle allait vivre. Exactement. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Elle se trouve à la cour avec des grandes personnes. Et son enfant, bien sûr, vient au monde, mais il décède. Elle est à nouveau enceinte. Et ce deuxième enfant, il est placé en nourrice. Et je reviens aux nourrices. C'était une mode. Chacun plaçait un enfant en nourrice. Et bien sûr, quelques années, à 5 ans, il décède, mais elle le sait pas. Parce qu'entre-temps, Monsieur Bougainville est appelé par le roi et d'autres personnes autour du roi pour organiser le premier tour du monde français pour aller chercher des nouvelles îles et des plantes et des épices. Comme le clou de girofle, la cannelle, la muscade. Et donc, Monsieur Commerson est heureux d'annoncer à Jeanne qu'il va partir. Et elle est complètement catastrophée. Elle se dit, je retourne décrotter des vaches dans mon village. Je me suicide. Eh ben non, je vais couper mes cheveux, je bande mes seins. Elle avait pas le choix, elle pouvait caler de l'avant. Voilà. C'est une femme téméraire et très courageuse. J'ai poursuivi sa vie et j'ai vu avec combien de force et de courage, oui. Alors, je reviens un peu sur votre histoire, parce que Bougainville, botaniste, parcourt le monde pour aller découvrir certaines variétés de fleurs avec Commerson. Mais vous,
qu'est-ce qui a déclenché finalement de suivre en fait ces traces, parce que je comprends votre intérêt par rapport à votre activité, mais je trouve que c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui a déclenché? Il y a une force quand même qui... J'avais envie de découvrir les peuples et les plantes du monde et voir comment ça se passait dans d'autres pays à tout niveau, que ce soit l'écologie, la rencontre, les femmes, les enfants, donc l'éducation, c'est quelque chose auquel je tiens. Et l'art, bien sûr. Et j'ai emmené mes pinceaux avec moi, ma bandoulière avec mes pinceaux, mes peintures. Et de pays en pays, je suis allée beaucoup chez l'habitant. Ça s'est fait quand je vous ai dit que j'avais pas trop préparé. Je me suis retrouvée souvent à vivre chez l'habitant. Et donc, je sortais mes pinceaux. Et là, c'était le miracle parce qu'ils appelaient les voisins, les cousins. Et dans chaque pays, j'ai pu peindre des plantes endémiques, visiter des musées, des jardins botaniques, passer à la télé, au Brésil, à la radio. Alors là, je pense à l'inattendu. Accueillir l'inattendu. Complètement. C'est le lien avec la philosophie japonaise. Et puis, c'est une langue universelle, le dessin. Exactement, parce que je parle pas portugais et la peinture a fait le reste avec plein de rencontres extraordinaires. Hein. J'ai rencontré les vaudous, j'ai filmé une scène au bord d'un rio sur la bénédiction d'un fleuve avec des pétales de fleurs. Enfin, dans chaque pays, j'ai eu des aventures. Je suis partie en Uruguay, en Argentine, à Ushuaia, la Patagonie, le détroit de Magellan en bateau, en bus et en avion. Il fallait tout organiser cela. Et au Chili, en arrivant au Chili, il y avait une guerre. Donc je me suis retrouvée aussi à courir avec la foule derrière moi. Une porte qui s'ouvre et je suis sauvée. Je tombe sur des résistants, en fait, qui ont déjà des panneaux tout prêts pour aller manifester, avec les haut-parleurs sur les murs, et puis me mettre du bicarbonate de soude sur le visage. Enfin, c'est encore une petite aventure. Mais j'ai vécu des bons moments chez eux aussi. Et je reprends l'avion à Santiago, au milieu des flammes, avec une peur quand même que mon bus explose. C'était 14 heures sur une autoroute en flammes. Et enfin, bref, après encore des péripéties, mon avion s'envole en dessus de la cordillère des Andes et je suis très heureuse d'arriver à l'île de Pâques. Bougainville a longé, mais ne s'est pas arrêté en fait à l'île de Pâques. Il s'est arrêté dans une autre île petite où il y avait des cannibales qui l'ont accueilli avec des lances et des mâchoires. Donc il a eu et des flèches, bien entendu. Donc il a continué sa route, mais tout l'équipage était quand même exténué. Il y avait le scorbut, ils avaient soif. J'imagine Jeanne Barrette dans cette condition. Là, on est en quelle année là? 1700. Alors les bateaux sont partis en 1767, en février 67, et ça a duré 2 ans. Et donc, c'était pas très drôle du tout. C'était les bateaux à voile, donc il y avait des tempêtes, il y avait le scorbut, il y avait des animaux vivants qui mouraient dans le bateau, il y avait des odeurs épouvantables. On est bien chez soi, parfois. Ils ont mangé des rats, ils ont mangé le dernier chien qui était fidèle à eux, enfin, une chèvre aussi qui servait pour donner le lait au petit déjeuner de Monsieur Bougainville. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Puis elle bandait toujours ses seins. Donc après, ils sont arrivés à Tahiti. Et là, Jeanne... Donc, elle bandait ses seins pour les auditeurs qui arrivent aussi. Oui. Donc, pour ne pas... Pour pas qu'on la reconnaisse homme. Elle était donc... Voilà. Comme femme. Comme femme, je veux dire. Oui, elle était habillée en homme. Mais bon, il y a eu beaucoup de soupçons quand même qui ont été écrits par des gens qui étaient érudits sur le bateau, qui ont parlé d'elle. Et on retrouve ces écrits. Et donc, elle descend... là, c'est important parce que elle va descendre avec Commerçon qui est toujours tout le temps malade. Je ne l'ai pas dit, il a un problème pulmonaire et aux jambes. Donc, elle le tient. Elle a vraiment été très forte, cette femme, parce qu'en plus de se cacher en homme, elle tenait son amant pour aller l'aider à ramasser ses fleurs et à tenir ses herbiers qu'elle savait pas écrire, mais c'est elle qui collait, qui rangeait tout le soir dans la carrée. Il ramassait aussi des poissons et des coquillages. Les odeurs, ça devait être bien dans cet endroit. Et à Tahiti, elle descend. Par contre, ils ont un 6e sens. Ils reconnaissent que c'est une femme. Ils se précipitent sur elle pour lui faire les honneurs, parce que là-bas, c'était pas un viol. Ils donnaient leur femme à Bougainville et à tous les équipages, mais ils auraient voulu qu'ils fassent pareil. Mais eux, il y avait un choc de culture. Donc, Jeanne est prise par un militaire et remontée sur le bateau, interdiction de sortir. Et à partir de là, il va falloir qu'elle dise qu'elle est une femme, quoi.
Et là, il y a tentative de viol, il y a vraiment des gros problèmes qui se passent, mais elle est tellement courageuse que Bougainville écrit une lettre au roi très dithyrambique sur Jeanne, tout ce qu'elle a fait de fort. Grâce à ça, par la suite, elle aura une rente et elle sera nommée botaniste à la cour quand même et reconnue. C'est raconté dans un livre? Oui, vous avez Les Voyages de Bougainville, qui est sorti l'année dernière, 250 ans du journal de Bougainville. D'accord. Cette année, c'est les 250 ans du décès de Philibert Commerson. Et en 2027, ce sera la naissance de Commerson. On refait un anniversaire. Et donc, ils ont continué l'Indonésie, bien sûr. Il a nommé une île Bougainville, en Indonésie, à côté de la Papouasie. Et je suis allée. Donc après, bien sûr, Tahiti, Nouméa, l'Australie, où j'ai rencontré les aborigènes. Donc aussi. ça, vous avez tout fait, ce voyage-là, tous ces pays, sans vous arrêter. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 9 mois à cause de la pandémie, puisque le 17 mars 2020 était annoncée donc la fermeture des aéroports et des magasins. Et j'étais sur le trottoir avec mon téléphone portable, j'ai racheté un billet, il y avait 3 avions qui partaient 2 jours après, et je me suis retrouvée à Paris complètement déserte. Première fois, j'ai fait des photos de Paris désert. Voilà, les rues, les gares. Alors, de tout ce périple, de ce voyage en fait suscité par Bougainville, vous en avez tiré un livre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il y a eu un livre, il y a eu aussi donc bien entendu des peintures de fleurs. Voilà, j'ai 2 livres. J'ai un livre qui est le récit, le carnet de voyage de mes aventures, parce que j'ai rencontré quand même beaucoup d'ethnies, comme les Kanaks, chez qui j'ai vécu, les Papous, chez qui j'ai vécu aussi, et d'autres ethnies vraiment proches, comme à l'île Maurice, chez les Créoles. Donc là, c'est pareil, vous avez vécu quand même dans l'intégrité du voyage. On n'est pas, là, c'est pas du tourisme. Hors antenne, on avait parlé justement de la coutume que vous avez fait aussi en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Sur une île qui s'appelle Marais, qui est à 6 heures de bateau. Je suis montée avec les Kanaks dans cette île et c'était la période de Noël, donc j'avais amené des cadeaux. Puisque j'allais être reçue dans une famille, et c'était le chef de clan, il y avait des chefs de tribu, donc il appelle les chefs de tribu et tout le monde. Moi, je sais pas trop ce qui va arriver. Il pose tous mes cadeaux sur la table et puis il me présente à toutes ces personnes en disant voilà, Simone elle arrive de France, elle nous fait l'honneur d'être là, elle est peintre, elle va proposer des cours à vos enfants et à vos femmes. On va savoir qui elle est parce qu'on ne la connaît pas. Et là, ça a été un moment extraordinaire parce que je m'attendais pas à ça. Ils m'ont fait ce qu'ils appellent coutume. Donc, ils prennent un objet, admettons un paquet de papillotes, et ils disent, voyez, on connaît pas Simone, mais ce paquet de papillotes représente sa générosité. Et de chaque objet, il a sorti une qualité. Chaque cadeau que vous aviez amené. C'était très émouvant, j'avais les larmes aux yeux tellement que c'était fort à entendre. On n'a pas l'habitude, nous, on connaît même pas les vertus. C'est parce qu'il y en a des centaines. Non, puis c'était aussi inattendu et très beau, finalement, de recevoir en cadeau, en fait, finalement, toutes vos vertus mises sur la table, presque. C'est presque indiscret, parce que j'étais pas trop à l'aise. D'entendre, et en même temps les gens avaient des visages tellement lumineux et heureux que je sois là. Les visites, ils en ont pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens, eux, ils disent encore ici il y a pas de blanc. Ils sont quand même bronzés. Et donc j'ai pu donner des cours de peinture et ramener aussi des cadeaux qu'ils m'ont fait, comme des manous. On appelle ça le manou, je sais pas si vous connaissez, c'est le paréo en fait que les gens qui vont en touriste offrent un manou avec un billet et un paquet de tabac. Voilà, ça c'est la petite parenthèse chez les Kanaks. Je vois l'heure qui défile. Alors on a dépassé. Ça serait bien de parler de mon livre parce que je fais beaucoup de salons du livre. J'en ai un dans votre région. Je fais Brison-Saint-Innocent le 5 novembre. Alors venez me voir, je vous parlerai de mon voyage. Je présenterai mes 2 livres parce que le deuxième c'est un herbier. Donc c'est bien de le rappeler. On est en fin d'émission. On peut rappeler effectivement les événements. Donc le salon du livre à Brison. Ce sera le 5 novembre. Qui commencera avant parce que c'est avec l'Italie, il y aura des invités, elle doit être au courant, Béatrice, et donc je pense que j'irai à partir du vendredi pour participer aux événements de
comment on appelle ça, d'échange. D'échange, voilà. Merci pour le mot. En tout cas, merci, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouvera dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci à vous sur le plateau d'être venus et d'avoir partagé avec nous vos histoires de vacances, vos rencontres insolites, les lieux que vous avez pu voir et aussi des chemins que vous avez empruntés et finalement qu'on poursuit après. Que ce soit pour le Japon, je pense que quand on rencontre des philosophies de vie, tu parlais, Béatrice, de petits cailloux comme ça qui se sont semés, ont semé, qu'on va poursuivre. Donc merci à vous, merci bien sûr. Merci à vous, chers auditeurs. Et on se retrouve dans 15 jours, même heure, même jour, donc le lundi, autour d'un autre thème. Et bien sûr de nouveaux invités. Pour ceux qui veulent réécouter l'émission, vous pouvez trouver le podcast qui est sur la chaîne YouTube de la radio. Et sinon, on est aussi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci et très bonne journée à vous. À bientôt. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.